il faut des fois savoir gommer ces complexes. On parlait d'ego, mais sans écraser les autres, quoi. C'est ça, la finalité, elle est là. Et chez les commandos, on l'apprend, quoi. On l'apprend parce que vous soyez champion du monde, à un moment donné, vous aurez toujours une faiblesse. Elle sera là à un moment donné, vous allez être plus fatigué qu'une autre personne. Et quand on va vous tendre la main pour vous aider ou qu'on va vous remotiver pour vous dire « Allez, il faut y aller mon gars, lâche pas », ben, ça vous apprend l'humilité. Et quoi que vous fassiez après, dans tous les secteurs d'activité que vous allez côtoyer après, ben, vous vous en sortirez parce que vous êtes un passionné. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve des anciens des forces spéciales, peut-être boulanger ou pâtissier, parce qu'ils ont toujours rêvé de faire ça, dans la menuiserie, ou un gars qui a repris ses études pour être médecin, voilà, ou avocat. C'est tellement, mais on fonctionne à la passion. Et si vous êtes un être passionné, bah, par la passion, vous y arrivez. Et en même temps, vous avez la notion de dire, eh ben, ça c'est pour moi et ça c'est pas pour moi. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous partons du côté de Marseille pour rencontrer le plus célèbre des anciens commandos marines, Alain Alivon alias Marius. Figure emblématique du commando de Montfort, il se fait connaître du grand public à travers la télévision puis le cinéma où il incarne un militaire dans le film Force Spéciale. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous souhaitons une bonne écoute. On va pas perdre plus de temps. J'aime bien commencer cette interview avec cette phrase parce que c'est une phrase qui a créé un petit peu le personnage public de Marius. Oui. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors je suis Marius, je suis un ancien... Marius, c'est mon surnom, c'est pas mon vrai prénom. Ce surnom m'a été donné lors de mon stage commando élémentaire par mon instructeur, second maître Denis Bisbeau, pour ne pas le nommer. Et j'étais originaire du sud de la France, et puis voilà, c'est vrai, ce surnom m'a été donné. Et le temps était important, mais vous voyez, aujourd'hui, je porte plus de montre, j'ai plus de montre et je travaille autrement, pardon. Maintenant, c'est vrai qu'avec les portables, on a toujours l'heure ou autre chose, mais c'est vrai que chez nous, dans la marine et dans les unités non conventionnelles, ou même dans les forces spéciales, le temps est important parce qu'il est indissociable de tout ce que vous allez faire. Alors peut-être un peu plus formaté là-dessus, j'ai toujours conservé ça. Et ce qui est d'ailleurs marrant, puisque maintenant que je suis dans le civil, quand je vais à une réunion ou autre chose, j'arrive toujours moi avec mes 10 minutes à l'avance. Alors les gens parlent toujours du mythique quart d'heure marseillais en retard, mais chez moi ça n'existe pas, quoi. Et pourtant je suis originaire du sud de la France. Ouais, le temps, vous perdez du temps, quoi. Ça c'est ma phrase éternelle au stage commando, parce que il y a aussi une notion de mouvement. On doit être toujours en mouvement parce qu'un être vivant, c'est un être qui agit, quoi. Ça c'est ma devise. Ouais. On sent aussi qu'il y a cette question alors j'anticipe un petit peu en parlant de votre livre qui est paru aux éditions de Nimrod. Alors c'est pas tout récent, ça, il a quelques années ce livre déjà. 2013. Mais quand on le lit aujourd'hui, on sent qu'il est encore quelque part d'actualité parce que c'est des mémoires, c'est un passage important de votre vie et votre vie est assez inspirante. Et à l'intérieur, à un moment donné, vous expliquez que cette phrase ne pas perdre de temps prend tout son sens quand vous annoncez à votre compagne, à votre femme que vous allez partir en mission. Vous avez quelques 30 secondes, je crois, au téléphone pour lui dire qu'en fait, vous n'allez pas revenir demain, vous ne savez pas trop quand est-ce que vous allez revenir. Alors, là, vous dites que ça prend son temps, tout son temps. C'est vrai, il y a une notion, ce livre est sorti en 2013 aux éditions Nimrod. C'est une petite partie de ma vie, une autobiographie voilà, où je voulais surtout raconter que tout le monde peut avoir sa chance s'il s'en donne les moyens, quoi. Voilà, par la détermination, par la confiance, quand on vous fait confiance, et par la valorisation de l'individu. Déjà, c'est plus ma compagne, c'est mon ex-femme, qui est partie, on a divorcé, qui est partie avec un bon capital. Voilà, je peux le dire, on peut parler ouvertement. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai eu un nouvel enfant là, qui a 8 mois, donc félicitations, là vous l'aurez dans le podcast, vous aurez ça en primeur, quoi, donc c'est quand même royal. Voilà, et puis c'est vrai que le temps quand vous êtes dans l'opérationnel, eh ben, cette notion, quoi, même pour parler aux gens, pour prévenir les gens. Mais aujourd'hui, il est beaucoup moins présent dans ma vie, puisque plus on se rapproche de la sortie, et plus on a envie de raccourcir le temps et de le freiner, quoi, de profiter de tous les moments. C'est ce que je fais sur le plan familial et personnel. Et après, dans l'activité professionnelle, c'est sûr que j'ai toujours envie de mouvement parce que le mouvement est important. Ouais. Alors, on va revenir justement. Vous avez une enfance
assez compliqué. Vous êtes rentré dans l'armée, vous êtes rentré dans les commandos marines, qui est une des unités les plus prestigieuses dans l'armée française, dans la marine nationale. Et aujourd'hui, vous avez quitté l'institution pour faire une deuxième carrière dans la sûreté, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, mon entrée dans la marine est un concours de circonstances. Je raconte ça dans mon ouvrage. Moi, je prends les mauvais chemins, quoi, petite délinquance, je me prends pour un petit caïd dans le sud de la France. Et lors d'une dernière garde à vue, à l'époque, il y avait encore le service militaire, j'avais pas fait mon service militaire. Je tombe sur un inspecteur qui prend un peu la notion du chemin que je suis en train de prendre, un chemin de perdition. Et il me dit, tu as deux solutions. Soit tu continues dans cette voie, c'est la prison ou la mort. Mais comme je vois que tu n'as pas fait ton service militaire, tu vas devancer ton appel, puisqu'on pouvait devancer l'appel à l'époque. Tu vas devancer ton appel et tu vas partir très longtemps et très loin. Donc je suis son conseil, c'est la première fois que je suis un conseil d'un adulte. Et puis je vais à la caserne du Mu à Marseille. J'ai perdu mon père très jeune. Et j'ai souvenir dans le garage d'un sac de marin avec une caravelle dessinée dessus, que mon père avait été dans la marine. Et quand le fait de choisir un volontaire service long, on a le choix de l'arme, donc je choisis la marine. Et arrivé dans la marine, à l'époque, j'étais déjà sportif, malgré mes bêtises, je boxais un petit peu. Et le recruteur me dit, la marine, qu'est-ce que vous aimez comme spécialité? Je dis, moi je veux du sport, quelque chose qui bouge. Et il me dit, fusilier marin. Donc je pars comme fusilier marin, volontaire service long, c'est-à-dire au lieu de partir pour 1 an, je signe pour 2 ans, plus 12, 24 mois. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, c'est la révélation, quoi. Je vois la lumière et j'ai envie de rester dans l'institution. Et je m'engage immédiatement pour être d'abord breveté fusilier marin et après postuler au stage commando élémentaire. Si vous deviez mettre un mot dessus ou des mots dessus, ça serait c'est quoi cette révélation? C'est quoi qui vous a... La révélation, c'est la valorisation de l'individu. C'est-à-dire qu'on soit fils de rien, j'aime bien dire des fois ce mot-là, cette grossièreté, fils de putain, ou qu'on vienne d'un milieu aisé, qu'on ait un parcours atypique. Je raconte ça dans mon livre parce que le contact que j'ai eu quand je suis arrivé là-bas, je suis parti d'ici avec un aspect de jeune délinquant, une grosse chaîne en or, un Arminus 22 modifié, 22 long rifle à barillet, 8 coups modifié, qui était opérationnel. Et on nous a fait passer dans un espèce de couloir, je raconte le détail complet dans mon ouvrage. Et là, l'instructeur qui était sur place nous a dit, une fois que vous aurez franchi ce couloir, dans ce couloir, il y a 2 caisses. Dans ces caisses, vous allez mettre tout ce que vous avez sur vous qui est illicite. Autant de la drogue, bombes lacrymogènes, couteaux, matraques, tout ce que vous avez sur vous. Sauf qu'une fois que vous avez passé ce couloir et que vous franchissez la 2e porte, vous êtes à l'institution, vous êtes à nous. Et là, on vous prend comme vous êtes et vous êtes vierge. Donc moi, je suis passé dans ce couloir, je le raconte, mais c'est la vérité. J'ai mis ma tête par curiosité au-dessus des caisses. Il y avait 2 grosses caisses en bois, sûrement des caisses de grenades à fusil, maintenant avec l'expérience et tout ça, ou de mines anti-chars, parce qu'elles étaient en bois. Et à l'intérieur, il y avait tout, quoi. Il y avait des stupéfiants, des barrettes de shit, des sacs d'herbe, des couteaux, des matraques. Et puis moi, j'ai sorti mon Arminus 22, je l'ai posé à l'intérieur et j'ai dit, là, tu recommences ta vie, qu'on te donne quelque chose, tu as une chance, saisis-la. Et ça, c'est strictement personnel et c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vie où on va vous donner quelque chose, mais si vous ne savez pas lire ou analyser ces messages, vous ratez quelque chose. Et moi, ça a été ça. Et puis une fois que je suis passé de l'autre côté, on m'a pris comme j'étais, sans distinction de provenance, sans couleur de peau. On m'a dit, et puis il fallait que je remplisse le contrat de tout ce qu'on me demandait, mais chaque fois que vous le remplissiez à sa juste valeur, vous étiez valorisé. La valorisation de l'individu est importante, et c'est la première fois de ma vie que je me suis dit, je sers à quelque chose et je suis fait pour l'institution. Et l'aspect discipline, autorité que représente l'armée, en plus la marine nationale, ça vous a pas rebuté au contraire? Ça m'a pas rebuté parce que dans la marine et chez les fusiliers et chez les commandos, l'exemple est le meilleur moyen d'influence. Tout ce qu'on vous demandait de faire, l'instructeur le faisait avec vous et mieux que vous. Donc en fait, vous n'êtes jamais pénalisé parce que la personne le fait. C'est facile de dire à quelqu'un va faire des pompes ou va nettoyer ça. Mais il vous montre l'exemple. Lui, il l'a fait. Il vous explique qu'il l'a fait. Ou quand c'est
une activité physique, il l'a fait avant vous et il vous démontre. Donc vous vous sentez pas dévalorisé, bien au contraire. Vous avez envie de ressembler à la personne qui vous demande de faire la chose. C'est ça la valorisation de l'individu et l'exemple qui reste le meilleur moyen d'influence. L'exemplarité comme forme de leadership, quelque part aussi. C'est exactement ça, oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a... je sais qu'on vous a posé la question plusieurs fois sur la question de l'autorité, parce qu'on a l'image de vous à travers l'environnement médiatique, hein, les émissions de télé, les films, etc., de quelqu'un qui a de l'autorité presque naturelle. Est-ce que là, dès le début, c'est quelque chose qui vous a attiré? Vous avez dit, ouais, lui, j'aimerais bien être comme lui. Mais dès le début, dès que j'ai vu, moi, quelqu'un courir avec un t-shirt commando marine qu'on courait derrière, je voulais faire ça, quoi. Il y avait un aura qui se dégageait. Il y avait, quand j'ai rencontré mes premiers instructeurs, je citais le second maître Bisbeau, qui n'a pas fini second maître, hein, bien heureusement, parce qu'il a eu une belle carrière, Denis, mais je voulais ressembler à ce personnage, parce que naturellement, il avait une aura d'autorité, et ce qui peut sembler assez contradictoire, c'est qu'on ressent chez ces personnes, et du moins ce que j'ai ressenti moi, c'est la grande humilité. Une humilité qui déborde. Donc, quand on parle d'autorité naturelle, oui, c'est une autorité naturelle parce qu'elle est dégagée comme ça. Vous le faites parce que vous créez ce climat de confiance, l'exemple, et puis vous avez envie de ressembler, quoi. L'exemplarité, de suite, c'est... Voilà. Non, j'ai pas eu de problème avec ça parce que... Et en plus, l'avantage qu'il y a, des fois, c'est pas très bien de dire ça, mais on pouvait régler nos comptes entre hommes, quoi. Donc, la personne... étaient humaines, ce ne sont pas des robots. Et si vous aviez un problème particulier avec quelqu'un, quel que soit son statut ou son grade, on pouvait s'expliquer, quoi. Donc ça, c'est aller trouver ça ailleurs, quoi. Je veux dire, c'est formidable. Quand c'est bien, on vous valorise, et quand c'est mal, on vous le dit aussi, on ne vous cache pas. Aujourd'hui, on est dans une société qui est gâchée, qui est camouflée par toutes ces choses-là, on n'ose plus dire les choses, on a toujours peur de dire un mot, de peur que ça soit mal interprété, on ne sait plus parler franchement. Aujourd'hui, dans le cadre du civil, des fois, je suis confronté à des gens qui me disent « mais arrêtez de me parler avec agressivité ». Je leur dis « je ne parle pas avec agressivité, je parle normalement, j'ai toujours parlé comme ça ». Donc je vous dis ce que je pense. Voilà, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, je vous dis ce que je pense. Et donc on sent bien ce décalage avec la société de nos jours, quoi. Tout ça, c'est possible, enfin, ça semble un peu évident quand on connaît les unités, et surtout dans les unités spéciales, type commando, où il y a une forme de liberté qui est attribuée par rapport au gros de la troupe, parce qu'on fait confiance aux gens, on sent qu'il faut leur laisser un peu de liberté pour faire un métier qui est parfois plus péchu que les autres. Est-ce que dans une autre unité, est-ce que peut-être dans l'armée de terre, dans un régiment avec moins de responsabilités, vous auriez vécu ça, vous pensez ? Bah, tout dépend des personnes que vous allez rencontrer. Toute corporation, qu'elle soit militaire, qu'elle soit civile, bah, y a des cons et puis il y a des gens bien. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des gens bien. Mais si j'étais tombé sur un con, même dans les commandos marines, et j'en ai côtoyé, il ne faut pas croire que c'est un long fleuve tranquille, hein, c'est un cocon, on vit dans un cocon. Mais il y a tellement de leadership, il y a tellement de volonté, de détermination, de pugnacité à arriver à ce qu'on veut, qu'on adhère, au système et on a envie toujours... Et puis je le dis, hein, c'est la seule boutique, l'armée, hein, terre, mer et air, où vous pouvez commencer ouvrier et finir président, directeur général si vous en donnez les moyens, puisque vous êtes confronté à vous-même. Donc vous bossez votre théorie, vous bossez vos cours, ben, quelle que soit votre armée d'appartenance, vous pouvez monter. Vous avez la chance de pouvoir faire officier si vous en donnez les moyens. Donc d'un petit à aller chez les grands, c'est une expression, mais vous pouvez le faire. Donc je veux dire, aujourd'hui, et on ne vous juge pas sur votre cursus scolaire, sur votre provenance, c'est vous qui travaillez pour vous. Et après, vous allez restituer au profit d'eux. Il y a une devise chez les commandos marines, on ne travaille jamais pour soi-même, on travaille au profit d'eux. Si je suis sur une phase opérationnelle de franchissement, je vais monter un passage équipé pour faire franchir une escouade qui doit passer. Je vais le faire avec professionnalisme. Je vais les faire passer pour qu'ils franchissent en toute sécurité et que la mission soit réussie ou le franchissement. Mais je vais travailler au profit d'eux. Je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour l'institution. Donc déjà, on a une culture indirecte de l'entreprise. Parce qu'elle nous nourrit, parce que c'est notre... Voilà, on a des valeurs qui sont des valeurs, et nous, on les tire, on a la chance, on a une histoire.
on les tire des 177 bérets verts du commando Kiefer, qu'on débarquait en Normandie. D'ailleurs, Léon est en photo dans mon bureau. Voilà, Léon est là parce que c'est à ceux de notre race, quoi. Et il n'y en a plus des masses, on dit, hein, ceux qui ont porté, qui portent et qui porteront le béret vert, parce que c'est des valeurs. Et nous, quand on entend ou on discute avec Léon, qui est aujourd'hui le seul survivant des 177, bah, on boit ses paroles. Et à aucun moment, et vous sentez encore chez cette personne qui a bientôt 100 ans, vous sentez l'humilité, vous sentez voilà, cette notion, quoi, ce qu'on appellerait en anglais le fight spirit, mais c'est un peu ça, quoi. Et on le sent. Et ça, c'est indescriptible. Même en parlant, c'est difficile de le dire. Il faut le vivre. Justement, par rapport à l'humilité, pour faire ce métier, pour être commando marine et pour être dans les forces spéciales, il faut aussi d'autres compétences, d'autres capacités intellectuelles et d'autres compétences sociales, on va dire. Et quelle est la place dans tout cela de l'ego? Dans le sens où, est-ce que, on en a parlé avec des anciens forces spéciales terre qui disaient que, certains disaient que l'ego doit forcément s'éclipser au profit de l'humilité parce que ça va un peu à contrario. Et d'autres disaient non, il faut de l'ego pour être capable d'avoir confiance en soi, d'aller au devant du danger parfois. Alors, la grosse différence, je vais vous la donner. Il faut être un loup. On est tous des loups. Vous êtes des loups dans une meute de loups. Tout le monde veut être chef. Il y a toujours un qui veut toujours être plus fort comme ça. C'est comme ça. Sauf que, en fait, votre ego, vous le savourez, mais vous ne le mettez pas sur la place publique. C'est la grosse différence. Il y a une autosatisfaction qui est en vous par rapport à votre progression, qu'elle soit physique ou intellectuelle, et vous la savourez. Mais elle est qu'à vous, vous ne la mettez pas sur la place publique, où vous allez en parler à vos proches, à des gens vraiment de confiance qui font partie de votre premier cercle. Mais voilà, donc c'est là la notion de différence. Quelqu'un qui va se vantariser ou qui va le mettre sur la place publique, il ne sera pas apprécié chez nous. Il y a de l'ego. L'ego, il y est. Sauf que l'ego, il est très personnel. Vous l'avez, et ce qui est marrant, c'est quand on se croise, ou on se connaît, ou on est dans le cadre de l'opérationnel, on sait tout à chacun de quoi la personne est capable. Voilà. Et on sait qu'il a de l'ego, ou qu'il brille par ses qualités, par ses compétences. Il y est, sauf que, à la différence, comme je dis, c'est un ego qu'on n'étale pas. Mais il en faut, mais obligatoirement. Il faut être fier de ce qu'on accomplit, il faut être fier de ce qu'on a fait. Il faut, voilà. Mais par contre, c'est pas du vantarisme, bien au contraire, c'est soi-même, on se nourrit. C'est de l'auto-nourriture, quoi. Voilà, on se dit, c'est bien, j'ai réussi cette étape, on a des doutes, on a peur, celui qui vous dira qu'il n'a pas peur, c'est un menteur, tout le monde a peur, on a des doutes, mais par contre, on se construit, on avance là-dessus, et le fait d'appartenir à cette corporation, ou à ce cocon, ou à rentrer dans les commandos, eh ben voilà, l'ego, on le nourrit, mais parce que vous êtes vite rattrapé, si vous avez trop d'ego ou vous vantarisez, vous êtes vite rattrapé par l'humilité. À un moment, vous allez subir un échec. Je vais prendre mon cas personnel. Je sors major de mon stage commando élémentaire. Je sers en commando. Je vais faire mon cours de chef d'équipe, donc 2 ans et demi après. Je sors major de mon stage commando chef d'équipe. Je sors, je ne sais plus combien, de mon brevet d'aptitude, le tronc commun. Mais major de mon stage co, je suis le champion du monde, entre guillemets. Voilà, l'élément indispensable. Ça me fait rire ce mot-là, mais bon, je dis. Et je pars en mission en Afrique. Et je postule pour le cours nageur de combat, puisque voilà, donc obligatoirement avant ça, je vais suivre le cours plongeur. Je fais mon cours plongeur à Saint-Mandrier. Et j'embraye dans la foulée les présélections nageurs pour le cours nageur. Et là, je suis vraiment la dernière des crasses de meule. C'est-à-dire que l'oxy, je suis pas bon. Dans l'eau, je suis une espèce de grosse baleine, alors que je suis certifié plongeur de bord. Et là, vous voyez, tout l'ego que je pouvais avoir avec ma dague élémentaire, avec ma sortie de major de mon chef d'équipe commando, s'effondre en 1 mois, 2 mois. Et puis je me retrouve rasta, ce qu'on appelle rasta, c'est-à-dire vous êtes échec, mais comme on ne vous fait pas partir, vous êtes en soutien logistique à ceux qui sont encore dans la course. Et je me retrouve sur le Zodiac en tant que
chef d'équipe commando avec un instructeur nageur qui est là et motoriste en train de faire donc avec le 40 chevaux avant, arrière, point mort pendant la plongée de mes camarades qui sont encore là. Et là, ça vous met une belle baigne derrière les oreilles en vous disant t'es pas le champion du monde. Alors, l'analyse de la défaite ou de l'échec pour votre ego, vous vous dites, eh ben, c'était pas pour moi. Je suis un excellent commando, mais je ne serai pas nageur de combat. Mais c'est pas grave. Mais moi, j'ai fait la démarche d'y aller. J'aurais pas pu dire, ouais, j'aurais pu être un excellent nageur sans avoir jamais mis les pieds. C'est comme ça que ça marche chez nous. Donc on va faire quelque chose. Alors l'échec est très mal vécu, quel que soit le commando, quelle que soit la formation qu'il va faire quand ça arrive. C'est très rare les échecs. Bon, le cours nageur, c'est indéniable parce que ça peut être physiologique, médical. Bon, et puis voilà, il y a une aisance aquatique qui est très importante. Mais par contre, tous les autres cours interarmés que vous allez faire, même si vous êtes marin, par exemple, moi j'ai fait l'école militaire de haute montagne et je ne suis pas un grimpeur d'exception, mais je suis parti là-bas, mais il n'était pas question que je rentre sans avoir réussi les cours. Donc c'est comme ça, parce que voilà, vous êtes un loup. Et après, il y a des choses impondérables. Mais on se nourrit pas de la défaite, on ne s'associe pas dans la défaite, on ne se nourrit pas de l'échec. L'échec va nous servir pour mieux rebondir, si on devait en avoir un. Moi, j'ai fait un échec au cours nageur, ça m'a remis une grosse humilité, je suis retourné dans l'opérationnel, et toutes les personnes qui avaient autour de moi m'ont simplement dit « ce n'est pas fait pour toi ». C'est tout. Il n'y a pas eu de critique acerbe ou autre chose en disant ben, « t'es une crasse de meule ». Et ça ne m'a pas empêché de faire une excellente carrière. Pour moi, je veux dire, voilà, c'est ça. Faisons une petite ellipse sur votre partie opérationnelle, parce que vous en parlez dans le livre assez longuement, et c'est très bien écrit, et c'est intéressant, et du coup on enverra les gens vers ce livre. Parlons de la partie qui vous a fait connaître auprès du grand public, qui a été ce fameux documentaire sur France 2, l'école des Bérets Verts. À quel moment de votre carrière vous rentrez comme instructeur, et est-ce que c'est un choix d'ailleurs? Alors c'est un choix. En fait, pour porter la tenue anglaise et la veste anglaise, parce que c'est quand même une valorisation de l'individu quand vous arrivez à être instructeur au stage co, parce que voilà, l'instructeur c'est très symbolique. Moi je fais mon brevet supérieur, donc ça c'est pareil, remise en question de la carrière dans la marine, tout ça, et puis au stage commando chef d'escouade, le commandant du stage commando et mon ancien commandant de commando, et me dit, ben, si tu sors du stage, tu pourrais venir avec nous au stage co, si ça te dit. Ben, j'ai dit déjà, je vais faire le stage, je vais voir si je sors, et puis si je sors avec l'humilité, vous voyez toujours, je dis, ben, effectivement, je vais y réfléchir, parce que je sortais de 13 ans d'opérationnel, le temps du repos des 6 mois du cours du brevet supérieur, le stage commando, et effectivement, j'ai choisi de venir au stage commando, on le choisit. Et quand on arrive sur place là-bas, c'est surtout parce qu'on se dit, est-ce que je vais être aussi bon que je le pense, et est-ce que je vais réussir à transmettre l'esprit et la manière de manager, maintenant je suis dans le civil, je vais dire ce mot-là, de manager les potentiels candidats au stage commando. Et je vais vous dire cette anecdote, elle est vraie, je l'ai écrite dans mon livre. Quand je suis arrivé au stage commando, j'ai été dans la salle de cours où moi j'avais eu en fin de cours la remise du classement. Et je me souviens, parce qu'il y avait mon instructeur Denis, qui nous avait pris et qui nous avait dit, demain dans cette salle, dans un futur, il y en a qui seront à ma place ici comme instructeur. N'oubliez jamais d'être humble et de transmettre l'esprit des commandos. Ne faites pas de jugement hâtif, soyez intègre, soyez honnête et montrez toujours l'exemple. Et alors je me suis assis à la place où j'étais quand j'étais élève, alors que j'arrivais comme instructeur, je me suis assis, j'étais tout seul dans la salle, et j'ai pris cette espèce de temps de méditation et de recul pour dire, est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais y arriver? Parce que vous avez dans les mains, si vous n'avez pas assez de maturité, vous n'avez pas assez de recul, vous avez dans les mains la carrière de beaucoup de personnes pour un stage commando élémentaire. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez avoir un jugement hâtif en étant convaincu que cette personne ne sera pas un bon commando, et puis elle sort, elle est là, elle a les notes qu'il faut. Et des fois, il faut aider un peu les gens, quoi. Il faut aller chercher en bas pour les sortir, pour leur dire allez, il faut y aller, parce que voilà, c'est très difficile, c'est un poste à grosse responsabilité.
mais en même temps, c'est un poste qui est tellement valorisant. Les gens que j'ai eus comme élèves, aujourd'hui, sont maîtres principaux, c'est-à-dire adjudants-chefs, sont nageurs de combat, et puis on s'appelle toujours, on s'envoie toujours des WhatsApp ou autre chose, et on continue à discuter. Et ils ont eu des très belles carrières. Et je me dis indirectement que c'est un peu grâce à moi, en toute humilité. Et comme moi, je valorise Denis, mon instructeur, je dis, si je n'avais pas rencontré Denis comme instructeur, si je n'avais pas rencontré un major qui s'appelle le major Konak, il n'y aurait jamais eu de Marius, il n'y aurait jamais eu de Marine. Donc voilà, voilà, c'est des choses qui sont très importantes. À ce moment-là, vous découvrez, vous avez dit le mot, le management, mais quelque part c'est plus le commandement, donc on est dans le milieu militaire. Plus l'instruction. C'est différent, c'est plus l'instruction, parce que le management, même en commando, dès que vous êtes opérateur commando, vous êtes chef de binôme, vous avez déjà une notion de... Vous êtes très... On demande beaucoup d'autonomie aux gens, par rapport à leur domaine de compétences, savoir rester à sa place, mais beaucoup d'autonomie. Et dès que vous êtes chef d'équipe commando, c'était mon cas, avant d'arriver à mon brevet supérieur, je manageais déjà une équipe de 6-7 personnes. Donc vous l'avez déjà, on vous forme à ça. On vous forme, donc vous l'avez déjà indirectement. Là, c'était plus le côté instruction. Il faut décoder l'instruction, il faut être très fin et il faut amener les gens à réussir. Et j'avais cette expérience avec le cours nageur où je me suis fait virer parce que les instructeurs, il y avait un instructeur, son surnom c'est JB, et ce gars-là, quand il a vu que j'avais des difficultés, il avait fait Montfort, le même commando que moi. Le soir, après les heures d'instruction du cours nageur, il m'a appelé. Il est allé chercher un appareil, un oxy tout neuf. Il l'a monté pour moi. Il s'est mis à l'eau avec moi pour essayer de me faire persévérer et essayer de réussir. Donc vous le voyez nulle part, ça. C'est-à-dire, ce qui fait pour moi, à ce moment-là, comme il aurait fait pour un autre élève ou autre chose, c'est vraiment parce que dans son esprit, il veut vraiment la valorisation de l'individu et il veut essayer de tout faire pour que l'individu y arrive. Et quand vous êtes instructeur, c'est la base au départ. C'est pas éliminer un maximum de monde. On avait des évaluations à 130 personnes. Et après les 2 premiers jours d'évaluation, il vous reste 40 personnes. Mais vous n'êtes pas satisfait de ça. La vraie satisfaction, si vous aviez en face de vous 135 potentiels commandos et que tous réussissent, vous êtes le plus heureux des hommes. C'est là où les gens, des fois, n'ont pas la notion. C'est pour ça que c'est un poste à grande maturité et à grande responsabilité. Oui, parce qu'il faut être capable de détecter quelque chose chez quelqu'un qui en plus est relativement très jeune, qui n'a pas encore d'expérience, qui n'est pas encore un adulte qui est quelque part à la place de ce qu'on lui demande. Et comment, parce que j'ai discuté de ça avec des gens notamment à Saint-Cyr, ils disaient que quand on a des jeunes officiers, des futurs officiers devant nous qui ont 23, 24 ans, on leur donne des notes de sport, des notes de culture générale, des notes de plein de trucs, mais on ne peut pas savoir si la personne ne va pas se révéler d'ici quelques mois ou quelques années et passe peut-être à côté de quelque chose d'important. Avec l'expérience, vous le sentez quand même un petit peu, même au stage commando élémentaire. Et chez nous, le stage commando élémentaire, le premier stage court, puisque tout au long de votre carrière, en fonction de votre cursus et de votre avancée, on va dire, dans la chaîne hiérarchique, vous recommencez un stage commando, les épreuves physiques ne changent pas, sauf change la différence après théorie sur le fait d'avoir chef d'équipe, chef d'escouade, chef de mission, là c'est encore différent, mais la première partie physique ne change pas. Mais vous êtes... Alors le stage commando élémentaire, c'est 9 semaines intenses où l'instructeur vit avec les élèves. Donc, et vous êtes tellement fatigué physiquement que vous ne pouvez plus tricher. Je parle sur le côté psychologique. Vous êtes vous. Et même si vous êtes arrivé en vous cachant derrière un masque par rapport à vos compétences physiques ou vos connaissances ou autre chose, c'est tombé de suite. Et vous savez avec l'expérience qui fera un bon commando et qui aura éventuellement une carrière longue ou une carrière courte dans ce domaine-là. J'ai fait de 94 à 97 instructeur au stage commando. J'ai toujours voulu avoir les élèves la base, le diamant, le produit brut, c'est-à-dire le stage co élémentaire. Moi, je voulais les jeunes qui arrivaient parce que c'était, je les polissais, je les formais, comme voilà, je leur donnais quelque chose. C'était un échange c'est formidable. Quand après, dans la chaîne hiérarchique, quand vous êtes un peu plus haut, c'est différent parce que les gens, ils ont leur expérience, même si le physique ne change pas, ils veulent toujours apporter une touche personnelle, c'est différent. Et je suis revenu après Montfort, de 2003 à 2006.
Et quand je suis revenu, on a voulu me donner les chefs de mission de ça. J'ai dit, bon, je connaissais le Pacha, le commandant du Stachko. J'ai dit, donne-moi le diamant, je veux les BE. Et là, c'est voilà, parce que c'est une expérience formidable. Et en fait, ils attendent tellement de vous, mais vous recevez tellement d'eux par leur volonté, parce que vous dites, c'est pas possible. Je suis passé par là, j'ai fait ça, c'est ma deuxième affectation, je reviens, je mets la veste anglaise, et je vois les gens, autant pour ceux qui restent, autant déterminés, autant de volonté, de pugnacité. Vous dites, ça existe, quoi. Il y a cette étincelle encore qui existe, et cette lumière, et vous dites, il y en a encore, quoi, ça existe. Et ça, c'est bon. Ça vous nourrit. Ouais, j'imagine. On a reçu dans le podcast Louis Saillant, qui a écrit lui aussi un livre qui s'appelle Chef de guerre, dans lequel il raconte son stage co et toutes les péripéties à l'intérieur où il s'est blessé vraiment de façon assez grave. Il a continué pour éviter d'être éliminé et il nous expliquait cette difficulté extrême. Ça fait partie des stages les plus compliqués au monde, même au niveau peut-être au niveau des BUDS, des SEALs. Je ne sais pas si vous avez déjà établi. On a échangé avec eux. C'est pas pareil. Ouais. Nous, on est beaucoup plus rustique. Ouais. C'est différent. Il n'y a pas de matériel chez nous. On dit toujours l'opinel, le sac, et puis c'est parti. Et ça, si vous deviez partager quelques conseils peut-être à des jeunes qui rêvent de ça, qui ont vu des émissions de télé, des films, et qui se disent j'ai envie de le faire, mais j'ai peur, je ne sais pas si je serai capable de le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui vous sollicitent pour ça encore aujourd'hui en tant que... Alors, c'est marrant que vous me parliez de ça. Je viens de finir un travail pour un groupe là qui propose ça, qui contacte d'anciennes personnes, soit du GI, soit de la marine, pour donner justement des conseils. Donc ça va être mis en ligne, tous ces conseils, toutes ces techniques qu'on pourrait apporter ou qu'on pourrait donner à des jeunes qui ont l'idée de s'engager et d'embrasser une carrière dans les unités spéciales. Donc moi, j'ai parlé que de mon domaine de compétences. J'ai proposé dedans donc des techniques d'entraînement, le côté, on va dire, psychologique, la manière de se préparer. Voilà, et ça va être mis en ligne, je crois, en septembre, dessus, avec une espèce de plateforme. J'ai pas tous les détails parce que moi, techniquement, des fois, je fais les choses comme elles viennent, je suis un mercenaire de ce qui me plaît, mais voilà, et ça va être mis en ligne parce que des fois, je suis sollicité dans le cadre de team building aussi là-dessus, pour dire, mais ça me semble tellement... En fait, moi, j'explique souvent que ce qui fait fonctionner, c'est la passion, quoi. Il faut être passionné. Déjà, il faut être un être passionné. Les gens qui n'ont pas de passion... J'ai écouté l'autre fois, je ne sais plus, je tombe sur un truc, là. Et puis, on dit un travail, quand on va à un travail, il faut arriver avec le sourire, repartir avec le sourire. C'est qu'on aime ça, quoi. Alors, même si on souffre, même s'il y a des tas de contraintes, l'objectif numéro 1, c'est sourire. Et si ça ne nous convient pas, il faut changer, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens de travailler la théorie, si on a des lacunes sur la théorie. Je me souviens d'un de mes binômes et d'un de mes subordonnés dans la marine, Jean-Yves Hannibal, qui a quitté la marine comme maître commando. Et il avait toujours ce petit complexe dans l'écriture, parce que quand il écrivait, il faisait beaucoup de fautes d'orthographe, quoi. C'est quelque chose qui le gênait. Et je lui dis, mais t'en as rien à faire de ça, tu vas bosser. Donc je me revois, moi, qui n'ai pas eu une scolarité, voilà, mais bon, l'écriture, c'est le seul conseil que ma mère m'avait donné. Il ne faut pas faire de fautes, comme ça passera. Dès que tu écris quelque chose, ça passe. Donc j'ai toujours été très, très à cheval sur l'écriture et l'orthographe. Et je me souviens avec lui, le faire travailler avec Becherel, avec Le Bled, des choses comme ça, hein, que les plus jeunes ne connaissent pas comme bouquin. Mais voilà, avec ça. Et aujourd'hui, il a deux nationalités, nationalité américaine, nationalité française. Il est marié avec une américaine qui a aussi une nationalité française. Et il vit aux États-Unis. Et c'est le responsable de la sûreté de la chaîne des hôtels Marriott. Donc voilà, il a explosé là-dessus. Mais voilà, donc en basculant sur... Voilà, et il faut des fois savoir gommer ces complexes. On parlait d'ego, hein, mais sans écraser les autres, quoi. C'est ça, la finalité, elle est là. Et chez les commandos, on l'apprend, quoi. On l'apprend, parce que vous soyez champion du monde, à un moment donné, vous aurez toujours une faiblesse. Elle sera là à un moment donné, vous allez être plus fatigué qu'une autre personne. Et quand on va vous tendre la main pour vous aider ou qu'on va vous remotiver pour vous dire « Allez, il faut y aller, mon gars, lâche pas », ça vous apprend l'humilité. Et quoi que vous fassiez après, dans tous les secteurs d'activité que vous allez côtoyer après,
ben, vous vous en sortirez parce que vous êtes un passionné. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve des anciens des forces spéciales, peut-être boulanger ou pâtissier, parce qu'ils ont toujours rêvé de faire ça, dans la menuiserie, ou un gars qui a repris ses études pour être médecin, voilà, ou avocat. C'est tellement, mais on fonctionne à la passion. Et si vous êtes un être passionné, bah, par la passion, vous y arrivez, et en même temps, vous avez la notion de dire, eh ben, ça c'est pour moi et ça c'est pas pour moi. Ça c'est important, ça vous donne quelques clés quand même. Dans les jeunes que vous avez vus arriver comme stagiaires, est-ce que vous avez vu des gens qui étaient là pour le côté prestigieux, de se dire je veux le béret vert parce que c'est prestigieux, et il n'y a pas forcément en premier aspect ce côté de vouloir servir la France, le côté patriotisme? Alors honnêtement, ça m'est arrivé avec un. J'étais instructeur au stage co, ma première affectation de 97 à 2000. Et il sort major du stage commando. Dans la foulée, il embarque à Jaubert. Et j'ai souvenir de ça, c'est que moi, en fonction des affectations qu'ils avaient, parce qu'au début, énormément de personnes au départ du stage co élémentaire, comme je vous disais, beaucoup de postulants pour très peu d'élus. Et à la fin, vous sortez des fois avec 13 personnes, 10, 12 personnes. Donc je prenais le temps, en fonction du commando où ils embarquaient, d'aller voir les chefs d'escouade qu'ils avaient, puisqu'on était à peu près la même génération, et de voir si le chef d'escouade était, c'est peut-être pas très homme de dire ça, mais s'il était bien ou pas bien, parce que des fois, il faut un temps d'adaptation quand un jeune il sort du stage commando. En fait, quand il sort du stage commando, il est opérationnel, mais il a tout à apprendre en bas. C'est-à-dire qu'il se construit, il a le panel, il passe le moule, et arrivé en bas, il se construit par rapport à la spécificité du commando dans lequel il arrive. Donc là, il va falloir y apprendre. Mais à côté de ça, ben, il va faire aussi le café, il va faire le ménage, il va faire plein de choses comme ça, hein, des corvées, hein, c'est corvéable, ça peut paraître un peu, ça peut surprendre les gens, mais c'est comme ça. Mais en même temps, ça remet un peu d'humilité dans les chaussettes aussi, donc on fait ça. Et je prêtais toujours attention d'aller boire un café avec chez les squads en disant, de donner un petit peu un avis sur la personne qu'ils allaient récupérer, en disant attention, celui-là il est très bien physiquement, il est bien en armement, il est bien là, peut-être un peu fragile sur certains trucs, tout ça. Et ce gars-là qui était sorti major du stage commando est arrivé à Jaubert, il tombe avec un super chef d'escouade que je connaissais bien, de ma génération, Grem. Et Grem me dit, ben, ça tombe bien, on part la semaine prochaine à Ouistreham pour la cérémonie, comme ça on va l'immerger de suite pour qu'il voie les anciens, Léon Gauthier, à l'époque il y avait encore une vingtaine ou une trentaine de vétérans qui étaient encore là. Et il va là-bas, donc la cérémonie, et puis Graham me rappelle, il dit, je sens pas bien, je trouve qu'il a un problème. Et effectivement, 2 jours après, le gars est venu à mon domicile personnel en moto, le jeune, et il me dit, ben, je vais arrêter, ça me convient pas. Mais je dis, ça te convient pas, pourquoi? Il dit, parce que je me sens pas. Mais je dis, t'as rien vu, quoi. Ça fait 1 semaine que t'es là, tu n'as rien vu. Et en fait, il s'est orienté vers une carrière de démineur. Donc il a fait plongeur de bord, il a fait démineur. Et là, je me suis dit, moi, en tant qu'instructeur et formateur, que je m'étais trompé envers ce gars. Et que peut-être ce gars, il m'avait un petit peu aveuglé par ses compétences physiques, techniques, mais que son idée, elle n'était pas dans l'esprit vraiment des commandos, qui m'avait trompé un peu là-dessus, et qui voulait plutôt embrasser une carrière avec une espèce de facilité derrière financière ou autre chose. Et voilà, je me suis trompé. Donc vous voyez, on n'est pas infaillible. On peut se tromper sur des gens. Ça m'est arrivé sur 2 personnes à peu près. Ouais. Sur les 6 ans que j'ai fait en affectation différente au stage commando, ouais, à peu près, je dirais 3 personnes. Quoi. Je me suis trompé là-dessus. Donc comme quoi, ouais, ça fait une bonne moyenne, mais c'est toujours désolant. C'est comme ça. Quoi. Voilà, mais c'est la vie. Aujourd'hui, vous êtes redevenu civil. Vous continuez quand même dans un secteur qui est relativement proche, ne serait-ce que dans l'environnement. Vous êtes pas loin de la mer, vous êtes dans un environnement autour de la sûreté. Pourquoi ce choix et comment vous en êtes arrivé à faire cette bascule et ça, c'est une question que se posent beaucoup de militaires, hein, même pas forcément très âgés, qui commencent une carrière en se disant qu'est-ce que je vais faire après parce que... Alors, l'armée, la chance qu'on a quand vous avez donné sur le plan opérationnel, que vous êtes dans des unités, on va dire, non conventionnelles, c'est que vous pouvez partir en ayant un maximum d'annuités à un âge relativement jeune pour embrasser une deuxième carrière si vous le souhaitez. Nous, on a une corporation, une espèce d'association qui s'appelle de BRIC et de DAG, BRIC pour le bateau anglais, puis la DAG des commandos, qui regroupe tous les gens qui sont passés par les commandos, des aspirants, ça a été créé par des aspirants au départ, qui faisaient leur service militaire, et puis on trouve d'anciens commandos là-dedans, des gens qui ont porté le béret vert, et on échange les offres d'emploi.
Donc j'étais à 40 ans je finissais mon affectation instructeur au stage commando. Et j'allais repartir en opérationnel comme adjudant au commando de Montfort. C'était un peu la boucle pour moi, le sacre, puisque j'avais commencé matelot à ce commando, je fais que Montfort. Matelot, chef d'équipe, chef d'escouade, et je revenais comme adjudant, quoi. Donc c'était vraiment pour moi la boucle, hein, la boucle était bouclée. Et puis on me propose un poste dans la sûreté portuaire, par le biais de cette corporation. On me dit, regarde, on sait qu'en fin de carrière, tu veux revenir dans ton pays d'origine, ta région d'origine. Et puis je regarde, donc une première fois je refuse, je vais à un entretien, mais à l'issue je dis non, je ne suis pas prêt pour venir. Donc j'étais encore instructeur au stage co, il y avait encore 6 ou 7 mois de projection. Et puis on me dit c'est pas grave, on va ouvrir une autre offre d'emploi dans quelques mois si vous sentez mieux. Et je suis revenu le 23 décembre 2005. J'ai fait un entretien et sorti de l'entretien, on n'était plus que deux en course. J'ai été choisi. Et je suis arrivé, je me suis mis ici donc en ce qu'on appelle stage de formation gratuite en entreprise, c'est-à-dire pendant 4 mois, c'est la défense qui me payait, avril jusqu'à l'été. Et j'ai basculé, j'ai passé le cap et je suis resté. Alors, d'énormes doutes, parce qu'on vit dans un cocon, on est dans un cocon, on est entouré que d'opérationnels. Le monde civil est la contradiction du monde militaire, l'opposé. C'est beaucoup de vantarisme ici, beaucoup de paillettes, beaucoup de vernis, et quand on gratte, il n'y a rien derrière. Et le problème des militaires, que ce soit n'importe quelle arme, on ne sait pas se vendre. On se dit, dans l'espoir, on va être pris, et on va montrer de quoi on est capable, comme on a toujours été éduqué de cette manière-là, avec l'humilité. Et c'est la grave erreur. On ne parle pas d'argent, parce qu'on se dit, l'argent, on s'en fout, la passion, d'abord, c'est le métier nous plaît, qu'on soit payé de misère. Et souvent, on garde en tête que les gens sont pensionnés, donc on se dit la pension va compenser un peu tout ça. C'est la grave erreur aussi, maintenant je dis avec du recul, parce qu'il y a des sites créés par un ancien commando comme Pépite, tout ça, où on aide à la reconversion des militaires pour leur donner des clés. Moi, j'ai quitté en 2006, vous imaginez, 2006, on est en 2022, j'ai 16 ans de recul bientôt là-dessus, et je vais aider ces gens-là pour les reconversions, pour leur dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut se comporter. Parce qu'on n'a pas les clés. Et même les bureaux de mobilité, que ce soit armée de terre, marine ou armée de l'air, grosse difficulté parce que les gens qui sont là à poste, ils n'ont pas l'expérience du civil. Donc maintenant, grâce à ces réseaux, grâce à ces sites, grâce à ces anciens militaires qui ont créé un peu ces plateformes de formation, où on peut apporter le conseil, et moi je le fais volontiers avec des gars qui me téléphonent, et nous on est un réseau très soudé, hein. Les commandos c'est une petite famille, hein. Il faut se dire, on est une petune famille, on s'appelle, on dit tiens il y a ça qui sort, est-ce que tu penses que c'est pour moi, tu peux m'aider pour mon CV, tu peux, et hop, et on fait ça comme ça naturellement. Il y a une entraide, une solidarité. Mais alors là où je veux vous confirmer, c'est qu'on n'est pas du tout prêt à aller dans le civil. Ah oui, bah déjà on ne connaît pas les partenaires sociaux, c'est pas ce que c'est, hein. Non, pas du tout. On commence un peu à toucher du doigt, puisque avec la professionnalisation des armées, beaucoup de civils des arsenaux avaient été déclassés et avaient été mis dans des postes d'anciens militaires qui ont remplacé les appelés comme chauffeurs, tout ça. Et des fois, on ne comprenait pas que le gars, il s'arrêtait de rouler, il allait à l'hôtel ou il allait manger au restaurant. On dit, mais ouais, les gars, il faut rouler toute la nuit. Hein. Ah non, mais c'est pas dans mon contrat. Donc là, j'ai commencé un peu à toucher du doigt en 2005, 2004, parce que là, hop, c'est Chirac, 95, non 95, ouais. Voilà, j'ai commencé à toucher un peu du doigt, 97, 98. Et on n'est pas du tout prêt. Et là, alors on se confronte, partenaires sociaux, le salaire, comment on fonctionne, l'investissement, parce qu'on a l'investissement, je parle personnel, hein, parce que vous avez tendance à prendre la barre sur les épaules, et puis on met les poids, et puis vous restez, vous tenez, il n'y a pas de souci, jusqu'à mort s'en suivre. Donc et là, on commence à comprendre, alors il faut avoir beaucoup de recul. Et l'avantage pour un recruteur du militaire dans le civil, c'est que c'est quelqu'un déjà qui est préformaté. Donc ponctualité, politesse, respect, investissement et la culture de l'entreprise. Ce que les civils n'ont pas. On a une culture de l'entreprise, quoi. Donc c'est une grosse différence et on vit pour la collectivité avec la respiration collective. Donc ça, la cohésion, c'est des mots qu'on connaît. Et alors, quand vous arrivez comme ça dans le civil, il se méfie de vous parce qu'il dit, ce gars-là, il me fait ça parce qu'il va me faire une crasse. C'est là où c'est assez marrant. Et vous ne comprenez pas au départ. Vous dites, non mon gars, mais j'ai t'expliqué, moi je suis là pour que ça marche. Pour que ça marche et qu'on ait la valorisation de la vitrine, quoi, la culture d'entreprise. On ne travaille pas pour notre ego, on s'en fiche. Et le civil, là où c'est différent, c'est que les gens travaillent beaucoup pour leur ego, avec des égos surdimensionnés, et ils travaillent pour leur pouvoir, mais pas pour le reste. Alors on y arrive après. Et quand on fait un pas de fourmi dans le civil, c'est comme si on avait fait un pas de géant. On est content. Voilà. Mais c'est la vraie difficulté. Je confirme, les militaires ne sont pas prêts à quitter l'institution. Ouais.
C'est vrai qu'il y a une notion d'implication et de responsabilité qui est intrinsèque au métier de militaire, parce qu'on apprend ça dès le début, on donne les responsabilités aux gens. Vous avez une arme. Votre métier au départ, vous êtes porteur d'une arme, quoi. Vous imaginez que ce soit armée de terre, armée de l'air ou marine, on vous donne une arme dans les mains et les conséquences d'avoir une arme avec soi. Parce que voilà, c'est pas un stylo, hein. C'est pas une presse, c'est quelque chose de voilà qui est létal, quoi. Donc derrière, il y a beaucoup de choses. Donc la responsabilité, elle y est dès que vous rentrez, matelot. Et vous avez ça. Vous, aujourd'hui, dans votre poste, concrètement, c'est quoi vos missions aujourd'hui? Alors moi, je suis le responsable de la sûreté opérationnelle. J'ai des agents qui sont assermentés devant le tribunal. Et moi, je fais une gestion. Alors les Américains ont mis en place le code ISPS après l'attentat de Tours Jumelles. Aujourd'hui, dans les échanges internationaux, tout ce qui touche l'interface navire et installation portuaire, ils ont fait un copier-coller de la sûreté aéroportuaire pour la mettre au portuaire. Et donc, on a été beaucoup sollicités, tous les anciens de ma boutique, pour mettre en place, c'est arrivé que les Américains ont mis ça après l'attentat des Tours Jumelles, pour qu'on mette en place les services sûreté, la sûreté dans les ports, et que ça soit sur le territoire national ou à l'étranger. Et voilà comment je suis arrivé là pour mettre en place ce système-là. Moi, c'est une création de poste. Je suis arrivé lors d'une création de poste, et puis après, on a étoffé le système, et j'étais d'abord responsable de la sûreté d'un bassin à l'ouest, et aujourd'hui je m'occupe de la totalité de la sûreté. Donc vous avez une équipe sous vos ordres, un peu comme à l'époque? Oui, exactement, oui, j'ai plus qu'une équipe, hein. J'ai beaucoup de monde et plus du prestataire de service dans le cadre de marchés publics, donc des sociétés de gardiennage en fonction, puisqu'on est établissement public de l'État. D'accord. Et j'imagine que tout votre parcours dans l'association vous aide maintenant à apprendre à manager les équipes. Ça m'a toujours aidé, toujours aidé. C'est la base de tout, hein. Et tout ancien militaire que vous côtoierez dans le civil, tout ce qu'on a appris, on s'en sert. Sauf qu'on a changé la mesure et la graduation, quoi, c'est tout. La vie n'est pas en danger, mais par contre, on reste toujours sur la phase de l'objectif. Comment réussir l'objectif? Si je prends une mission, comment se prendre l'objectif? ODAC FR, observer, se déplacer, coiffer l'objectif, fouiller, rendre compte. On fait pareil et on va adapter la mission, mais le degré d'intensité n'est pas le même et la graduation est différente. Mais vous gardez tout ça, quoi, vous en servez. Un patraque DR, personnel, armement, tenue, radio, tout ça, vous faites pareil. Et puis vous adaptez. Là, je travaille avec des consignes provisoires, des consignes permanentes. Tout ce que j'ai appris me sert et me permet de l'adapter. C'est une grosse richesse, hein. Nous, on a des grosses malles au trésor là-dedans et on s'en sert. Est-ce que vous continuez à donner des cours dans le cadre de votre association? Oui, alors j'ai une association qui s'appelle le Maritime Combat, que j'ai créée depuis presque 14 ans maintenant, 14 ou 15 ans. Et alors je continue, aujourd'hui je suis installé dans le Vaucluse, je donne des cours tous les mardis, hein, j'ai voulu conserver ça, quoi. Donc je donne des cours tous les mardis soirs dans un dojo où on travaille la préparation physique, le mental, et on travaille le self-défense basé sur vraiment le concret de la vie quotidienne, hein. Je mets en place des choses. Et dans le cadre de mon association, j'organise des stages aussi le week-end, ce qu'on appelle les stages d'aguerrissement. Moi, je bannis le mot commando, il est réservé à des professionnels. Et quand les gens viennent là-dessus, je leur dis non, on ne parle pas de stage commando, on parle de stage d'aguerrissement, mixte. Hein. Et je les ai commencés pour la première fois cette année à partir de 16 ans, donc 16 ans, et jusqu'à ce que les gens aient une aptitude physique. Et voilà, et on fait un week-end complet d'aguerrissement où il y a des modules, franchissement, physique. Je fais topographie et quelques surprises, quoi, pendant mes stages. Voilà. Et ils sont ouverts à tous. D'accord. Et tout est reversé aux associations, bien sûr. Aux associations en lien avec les commandes marines ou pas forcément? Par exemple, ouais, en grosse partie, je fais l'entrée de Fusco. J'aime bien faire l'entrée de Fusco parce que c'est une jeune association qui aide, par exemple, 2 anciens de chez nous. Il y en a un qui est amputé d'une jambe et puis l'autre qui a quitté, qui doivent traverser en kayak pour rejoindre, partir de Normandie pour rejoindre, partir d'Écosse, pardon, pour rejoindre Normandie. Et après, je peux faire la mucoviscidose, je peux faire Sourire à la vie, qui est une association à l'Estac, à Marseille aussi, sur les enfants hospitalisés. Voilà, j'ai pas de choix, mais c'est vrai que je favorise beaucoup mon ancienne boutique pour les blessés de guerre ou autre chose. J'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on parle de votre passage médiatique le plus récent. Alors, je crois que c'est pas vraiment le plus récent, mais votre expérience au cinéma et
vous avez tourné dans un film, vous êtes acteur dans un film qui s'appelle Force Spéciale. C'est ça. Et je ne sais plus si c'était avant ou après, vous avez aussi été le personnage d'une série, d'une télé-réalité sur le service militaire. C'est ça. Comment vous êtes arrivé à tomber sur ce projet et comment vous l'avez vécu aussi? Qu'est-ce que ça a réveillé chez vous ou qu'est-ce que ça vous a... Alors, ce projet, il est simple. Hein. Je suis à la gare de Lyon avec mon éditeur, avec François de Saint-Exupéry. Il me dit, il y a 2 personnes d'une boîte de production qui veulent vous rencontrer pour vous parler d'un projet. Donc, je dis OK. Alors, le QG, c'est le train bleu là-bas. Donc, on boit le café là-bas. Je rencontre ces 2 personnages. Studio 89, une boîte de production qui dépend directement de M6. Ils me disent qu'à la bourse des émissions, ils ont acheté une émission qui s'appelle Lads Army, qui est tournée en Angleterre, où ils vont chercher des délinquants formés par des Royal Marines, tout ça. Et puis à la fin, si le gars va jusqu'au bout du stage, bah, il est breveté parachutiste et il a éventuellement une possibilité de s'engager à l'armée. Ils me disent qu'en France, politiquement, on ne peut pas le faire. Je dis OK. Je dis de toute façon, je ne travaillerai pas avec des délinquants, donc en plus je dis ça. Et ils me disent, voilà, nous on ne sait pas comment adapter le programme. Je dis, pas de souci. Je dis, je vous écris le programme, si vous voulez. Donc François de Saint-Exupéry, mon éditeur que j'ai pris comme agent, et il gère très bien ces choses-là parce que j'ai horreur de l'administratif et de ces gestions de contrats et tout ce qui s'ensuit, c'est mon filtre. J'écris un programme de 15 jours. En fait, j'ai écrit les classes du service militaire, de mon service militaire. Donc j'écris, voilà, tac, tac, tac. Donc on leur propose le programme, ils acceptent hein, sur mon écriture et à la fin, ils veulent un deuxième rendez-vous et ils me demandent de tourner, enfin de faire le rôle de l'instructeur principal dedans. Alors, au début, je refuse, hein, donc ils font appeler encore du monde un peu plus haut dans la hiérarchie de la boîte de production pour me convaincre. Et après, j'ai dit... comment ? Pourquoi vous refusez ? Parce que j'ai pas le temps et puis ça m'intéresse pas, quoi. Je suis un mercenaire, moi j'en ai rien à faire de ces choses-là. C'est pas voilà. Je dis. Et deuxième temps, en fait, je rencontre quelqu'un à la boîte de production qui s'appelle Romuald de Gravelot, pour pas le nommer. C'est le gars qui s'occupe de Cauchemar en cuisine et tout ça. C'est un mec super bien, qui est vraiment d'une honnêteté et très sain, quoi. Quelqu'un de très sain pour quelqu'un de la télévision ou du cinéma. Donc j'apprécie le personnage. Et il arrive à me convaincre, mais je pose mes conditions, quoi. Donc mes conditions, elles sont simples. C'est que je fais exactement ce que je veux. Personne ne peut me dire de changer telle phrase ou autre chose. Je manage comme j'ai envie de manager. Et je prends avec moi 2 anciens de ma boutique pour le programme. Bah, ils me répondent oui, quoi. Grave erreur. Ils me disent oui. Donc, on valide tout ce process. Et pour que ça fonctionne, c'est là où c'est très fort. Alors les gens disent télé-réalité, mais ouais, télé-réalité, parce que c'est la télévision, c'est la réalité. Nous, on a triché sur aucun truc. Donc moi, je dis télé-réalité, oui, c'est pas les autres émissions où il n'y a pas de triche. Chez nous, il n'y a pas de triche. Quand les 2 personnes se sont un peu tapées dessus, c'est réel, hein, parce qu'on les a bien montés et puis ils étaient bien dans le contexte. Hein. Et ça se fait comme ça. Et pour réussir à filmer ça, ils mettent 2 équipes, une qui commençait le matin à 5h jusqu'à 13h et l'autre 13h à 21h. Pour arriver à nous suivre. Voilà. Mais à aucun moment, ils m'ont dit de stopper. Donc il y avait ce qu'on appelle, j'ai plus le terme en tête technique du gars qui est sur le terrain, qui gère toutes les équipes, régisseur, ouais. Qui était super mec, Berlioz, je l'appelais, grands cheveux frisés comme ça, Franck, son prénom c'est Franck, mais un gars opérationnel, qui me disait, je lui disais, j'ai une petite expérience du cinéma, je lui disais simplement, dis-moi, pour toi, les angles qui sont les mieux pour toi, quand je vais parler ou je vais faire ça dans l'activité, on débriefait simplement comme ça, 2 minutes avant. Dis-moi, il me disait, ben là, je mettrai quelqu'un là, Marius, je mettrai quelqu'un là. Et si t'es comme ça, ben moi, ça m'arrange. Ben je dis OK. Et voilà. Et après, c'était parti. Le reste, on a été libre. Donc, c'est une belle expérience. Et au bout d'une bonne semaine, ils sont à nous. Ils ont fait abstraction des caméras, ils sont à nous. Ils sont dans le service militaire. Ils sont complètement immergés. Et quand à la fin, ils nous font cette espèce de remerciement par rapport à ce qu'ils ont vécu, tout ça, il n'y a rien qui est préparé. Ils l'ont fait entre eux. Voilà. Et les grandes gueules, ceux qui étaient venus pour la télévision, ils ont oublié tout ça. Les participants étaient un peu castés, un minimum ou pas? C'est la base de la télévision. Vous mettez un black, vous mettez un homosexuel, vous mettez un
un fils de bonne famille, vous mettez un gars qui a un peu du quartier ou qui se prend pour un caïd, comme ça ils pensent qu'ils vont avoir des tas d'étincelles. Sauf que nous, ça s'est très bien passé. Et eux étaient venus pourquoi? Ils étaient payés par la production pour faire ça ou... Ah oui, ils avaient un salaire, hein, bien sûr, c'est un contrat de travail avec un salaire, mais sauf qu'ils étaient venus pour la télévision. Okay. Mais ce qui a fait, pour leur ego, et pour se montrer à l'image, sauf qu'à la fin, il n'y a plus rien de tout ça. À la fin, ils sont à nous. Je viens avec un ancien instructeur qui était avec moi au Stage Co, qui est Dom, qui est un nageur de combat, qui a un palmarès. Et le deuxième, c'est Frat, mon ami, qui a un œil en silicone, et que j'ai eu comme jeune à Montfort, qui est un opérationnel. Et j'ai pas besoin de parler avec eux. Ils me regardent, ils savent quand je dis quelque chose ou que je montre, ils savent ce qu'il faut faire. Donc, à 3 personnes, on a mené cette barque et ils étaient à nous. On a eu de l'attachement parce qu'on a créé ça. Et on sait le faire, on sait le créer. Et on allait jusqu'au bout des choses. Et je remercie la production Studio 89 et je pense le succès indirectement de cette émission au-delà de ça, c'est la vérité de l'image, quoi. La vérité de l'image, hein. J'ai fait la conférence de presse à M6 et dans ce monde de la télévision ou du cinéma, tous les gens sont toujours un peu stressés par rapport à l'audimat et tout ce qui s'ensuit. C'est comme ça que ça se passe. On n'en avait rien à faire, rien à faire. Et je remercie la Studio 89 parce qu'après ils ont accepté le deuxième projet, hein, le Sens de l'effort, où on a monté cette émission, le Sens de l'effort, qui était tournée en Bretagne, où le deal avec la production, c'est-à-dire que tous les jeunes qu'on avait qui restaient jusqu'au bout du stage avaient droit à une formation dans le secteur, le domaine de compétences de leur choix, bilan de compétences pendant l'émission, et à la fin avaient droit à la formation de leur choix s'ils allaient jusqu'au bout du stage. Et c'est ce qui s'est passé, de l'esthéticienne au coach sportif, à tout ça. Et on l'a fait valider par la production. Donc voilà, un travail de confiance et un travail d'honnêteté, quoi. Moi, c'est comme ça que j'aime les choses. Et elles se sont passées comme ça. Après, j'ai refusé, hein. On est venu me solliciter pour faire le coach, là, pour les espèces de télé-réalité, pour faire le coach. Mais autant toucher ces choses-là. Moi, garde à vous, le sens de l'effort, au-delà de la confiance qui m'a été accordée par M6 et Studio 89, je veux dire, on a pris du plaisir. C'est pas une contrainte, ça n'a jamais été une contrainte, on s'est régalé. 3 semaines de tournage à Charlemont, là-bas, au fort de, je ne sais plus comment il s'appelle ce fort là-bas, mais on s'est régalé, quoi. On s'est vraiment fait plaisir. C'est quoi les retours que vous avez eus de l'institution, de tout ça? Ils vous ont suivi, vous avez contacté, ou est-ce qu'ils vous ont mis des bâtons dans les roues? Ah non, je n'ai pas de bâtons dans les roues, non. Aujourd'hui, je dis sincèrement, je rends au quintuple tout ce que la marine m'a donné. Je suis ce que je suis parce que la marine a accepté mon engagement, parce que j'ai servi chez les commandos marines, parce que j'ai été mis de l'ombre à la lumière par l'école des Bérets Verts envoyé spécial. Je ne voulais pas du tout faire ce reportage, hein. D'ailleurs c'est pour ça, hein, et c'est devenu des amis après Thierry Marot et puis Stéphane Ribojade, je faisais l'amalgame entre journaliste et puis reporter, mais c'est devenu des potes, hein. Memento Production, c'est des potes. Et c'est pour ça que je pense que c'est toujours filmé avec une vérité sans faille, puisqu'on ne triche pas. Pour moi, il n'existe pas. J'ai la chance de ne pas avoir de stress, moi. On me dit attention, filmer, je m'en fous complètement, moi. Donc je suis comme je suis, je ne vais pas changer ma manière d'être, hein. J'en ai rien à faire, je ne triche pas. Et l'institution, tant que je fais du soleil à l'institution, je pense que je suis, en toute humilité, à l'origine de beaucoup d'engagements dans la marine par rapport à ça. Donc je veux dire, je suis peut-être le meilleur VRP de la Marine nationale, mais je ne demande rien en échange. Je rends aucun tube ce qu'elle m'a donné. Sans la Marine, je n'existe pas. Vous n'avez jamais été démarché par le recrutement justement de l'armée ou de la Marine? Non, j'ai fait beaucoup d'interventions pour les préparations militaires, mais du bénévolat à la demande des instructeurs que je connais. J'ai fait 2 ans de réserve à Saint-Mandrier, à Toulon, où je faisais la formation, l'instruction armement pour l'opérationnel des navires et tout ce qui s'ensuit. Et après, j'ai arrêté parce que j'ai l'impression que je me déguisais. Quand vous avez quitté l'institution, on se déguise, quoi. Moi, j'aime pas. Voilà, je n'ai pas besoin de ça. Je suis passé à autre chose. Je prends des livres sur l'étagère, ma marine, le civil, mon enfance, et je fais comme ça. Et puis on verra demain, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du SNU, de tous ces projets d'essayer de ramener pas un service militaire, parce que c'est compliqué. Est-ce qu'on pourrait revenir à un service militaire?
C'est une vraie question, puisque vous l'avez connu. Moi, je serais favorable à ça, moi. Voilà. Au-delà, je donne mon avis de citoyen sans avis politique, hein, politique totalement. Mais mon avis de citoyen, oui, parce que c'était un moment, une étape de la vie chez une femme ou un homme, qu'on ait fait des études supérieures ou pas, on pouvait faire aspirant, donc officier, ce qui permettait justement d'avoir une approche du management. La base, on mélangeait toutes les classes sociales, toutes les régions, ça permettait de connaître le paysan. Le paysan, il avait droit par rapport aux autres à 10 jours pour les moissons. Je me rappelle, c'est des permissions exceptionnelles pour moisson, 10 jours. J'ai souvenir de ça encore quand je fais mon service militaire, parce qu'il devait aider l'exploitation familiale. On mélangeait toutes les classes sociales, toutes les origines. À l'armée, vous n'avez pas de racisme. Les gens, quand ils me font rire, quand ils disent militaire, le cliché français, alcoolique et puis raciste. Je souris, puisque vous faites la Légion étrangère, je suis invité à Cabron à chaque fois. Je mange avec un Espagnol, je mange avec un Tibétain, je mange avec un Marocain. Voilà, mais c'est d'abord l'institution qui compte, au-delà de tout le reste. Et ouais, je serais favorable à ça, parce que ça mélangeait toutes les classes. Et en fin de compte, malgré ça apprenait l'humilité, ça apprenait pour certains à faire son lit, à faire un peu de ménage, les gardes, les corvées, être corvéable, faire quelques corvées. Et puis à la fin, au bout d'1 an, ou un peu plus pour certains, ils en gardaient un excellent souvenir. Et puis des fois, le PDG, il était encore copain avec l'ouvrier avec lequel il avait fait le service militaire au 35e régiment de Pouscaillou. Mais ça, c'était à une époque où l'État était beaucoup plus, il y a beaucoup plus de contrôle dans l'éducation nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, où, sans tomber dans le poncif, mais où on voit clairement que certaines familles laissent tomber un peu la partie éducation. Après, il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser, c'est la population et l'évolution. Aujourd'hui, malheureusement, les gens vivent un peu comme Internet, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils la page leur convient pas, et puis comme sur tel appareil, hop, vous passez, vous mettez un petit coup de vos doigts, et puis vous dégagez, vous passez à autre chose. Il n'y a pas de fond. Je vois beaucoup de jeunes, des fois, qui s'imaginent qu'en ayant vu l'école des bérets verts ou autre chose, qu'ils vont réussir à être commando, quoi. C'est pas la réalité. La réalité de la vie, c'est qu'on est ancré sur Terre, quoi. On est sur Terre. Déjà, on est colocataire sur la Terre, hein. Il faut que les gens le sachent, hein. Ils s'imaginent pas, hein. Moi, je serais si j'étais un écologiste extrémiste, je me battrais si j'avais un pouvoir pour protéger la faune et la flore qu'on est en train de massacrer voilà, à tout vent. Pour avoir beaucoup fait de Guyane ou autre chose, je trouve ça complètement débile. Et aujourd'hui, les gens vivent comme ça, et ces paramètres sont durs à maîtriser. Alors vous retrouvez des valeurs chez, des fois, à l'étincelle, hein, dans mes stages, hein, j'ai des jeunes qui font élagueurs ou qui font des métiers en rapport avec la terre, qui ont encore ce sens des valeurs, mais ça va tellement vite que c'est dur à maîtriser, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pas une critique, hein, mais le gouvernement est dépassé sur beaucoup de choses, et que beaucoup de principes ont été laissés à l'abandon. Les gens ont tous peur du politiquement correct, on ne sait plus dire, on ne sait plus mettre un coup de pied au cul quand on a besoin de le mettre, et on ne sait plus valoriser les individus. Et moi, est-ce qu'un guetteur dans un quartier ou un vendeur de drogue qui fait 500 € par jour, vous allez lui demander de faire apprenti en menuiserie? Est-ce qu'il va avoir l'amour du bois et de la matière noble pour créer quelque chose de ses mains? Moi, je suis un partisan de dire qu'il y a des gens qui sont définitivement perdus. Ils sont perdus, c'est fini. On ne pourra pas les rattraper. Même s'ils passent par la case prison, parce qu'ils veulent, c'est fini. Quand vous êtes capable de dessouder quelqu'un, de le mettre dans le coffre d'une voiture et de brûler la voiture, on ne vous récupère pas. Que n'importe quel psychiatre ou quelqu'un censé la justice, ils me disent, oui, on va le sauver celui-là. Sauver rien du tout. Sauver le bagne, on ouvre le bagne à Cayenne, on recommence, on fait nettoyer les fossés ici avec tous les sacs de McDo qui traînent de partout, et là on met en place des choses qui vont permettre à l'individu de réagir. Moi je suis bien placé, je suis un ancien délinquant. Si j'ai pas la claque à un moment, et si je tombe pas sur cet inspecteur de police qui me freine dans ma course effrénée à l'idée que la vie est mieux en prenant les chemins détournés, si j'embrasse pas la marine, je ne serais pas là aujourd'hui, quoi. Je ne pourrais pas parler. Je suis pas né avec une cuillère en argent dans les mains, quoi. Donc je sais de quoi je parle par rapport à d'autres personnes qui n'ont jamais vécu ou qui n'ont jamais vu la réalité des choses. Aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont totalement fermés, personne ne va dedans, quoi. C'est impensable. J'ai vécu en HLM.
J'avais un Espagnol en dessous, j'avais un Italien, j'avais un Marocain, j'avais un Algérien. Nos portes étaient ouvertes avec un rideau anti-mouche pour pas que les mouches rentrent. Et s'il nous manquait des oignons, on allait frapper à la voisine d'en dessous pour dire « Est-ce que vous n'avez pas des oignons ?» Ça se passait très bien. On n'avait pas de soucis, quoi. Donc cette montée en puissance, c'est un phénomène de société. C'est un phénomène qui a pris une ampleur qu'on n'a pas su contrôler, qu'on n'a pas su contrer. Et l'évolution technologique, aujourd'hui, même dans le coin le plus perdu d'Afrique, il y a une connexion Internet où la personne, elle va voir ce qui se passe à New York ou ailleurs. C'est une vraie difficulté. Une dernière question. C'est quoi le conseil qu'on vous a donné et qui vous a le plus servi dans votre carrière, à part celui de cet inspecteur qui était de prendre les armes, et que vous aimeriez partager à quelqu'un qui nous écoute? Je crois que il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Ça serait ça, quoi. On me l'a dit, ça, souvent. Et ça vous remet de suite en question sur plein de choses. Et ça vous remémore un petit peu votre parcours. Moi, j'ai une scolarité médiocre alors que j'avais un énorme potentiel. Parce que j'ai eu des mauvais professeurs. Et des fois, on n'ose pas le dire, mais c'est vrai, c'est la vérité. Je suis un passionné d'histoire parce que j'ai eu Madame Talon qui m'a fait vivre l'histoire comme jamais j'ai vécu. Je suis un fou d'histoire napoléonienne. J'adore les pyramides parce qu'elle nous a fait vivre l'histoire quand elle faisait son cours. J'ai jamais pu piffrer les maths parce que je tombais sur des profs de maths qui étaient nazes et puis qui donnaient pas envie de travailler. J'ai aimé le français parce que j'ai eu Monsieur Colombier qui venait avec son costume en velours et sa sous-veste et tout ça et qui nous faisait travailler le français en nous faisant aimer le français. Donc voilà, mon conseil c'est ça. Y a pas, et quand je suis arrivé dans la marine, l'exemplarité qu'on disait tout à l'heure, où l'exemple est le meilleur moyen d'influence, c'est ce qui m'a permis de m'élever à chaque fois parce que je voulais ressembler à quelqu'un. Quand quelqu'un arrivait et disait moi je suis chef d'équipe, moi j'avais envie d'être chef d'équipe comme lui. Je suis brevet supérieur, j'avais envie d'être brevet supérieur pour commander les gens parce que je voulais ressembler à ces gens qui m'ont donné. Voilà, j'ai pas une culture de fan, moi. J'irai pas faire des kilomètres pour aller voir. J'aime bien les Rolling Stones. J'ai attendu qu'ils viennent à Marseille. J'ai été les voir à Marseille. Si j'avais pu rencontrer Jagger, mais au hasard, j'aurais été content de le saluer. Mais j'aurais pas fait les millions de kilomètres pour le faire. C'est des concours de circonstances. Et je pense que dans la vie, c'est ça. Quand on a des mauvais professeurs et qu'on prend le mauvais chemin, ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est savoir saisir les opportunités du moment qu'elles sont dans une philosophie d'honnêteté et d'intégrité. C'est ça qui est important. Et des fois, il y a des petites fenêtres qui s'ouvrent et on hésite. Et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas dire je n'ai pas peur, on a tous peur. Mais les doutes font partie de la vie et les doutes permettent d'évoluer et de se construire. Voilà, il faut le faire. Mais soyez honnête avec vous-même, ça ne me plaît pas, c'est pas pour moi, je m'en vais, mais je l'assume, quoi. Assumez. Et c'est pas un échec ou une défaite qui va vous pénaliser, bien au contraire. Ça vous aide à rebondir et à travailler pour autre chose pour avancer. Voilà, j'ai donné plusieurs conseils dans la finalité. Mais c'est très bien, très bien. Comme ça permettra d'inspirer encore plus les gens qui nous écoutent. J'espère. Merci pour cet échange. Non, merci à vous. C'était bien sympa. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.